Tout est dans le tout. Ania Alexeyeva est une physicienne et neuroscientifique de renom, âgée d'une quarantaine d'années. De taille moyenne et de constitution frêle, elle est cependant animée d'une énergie farouche. Elle a des yeux d'un gris perçant, semblant toujours analyser, comprendre, questionner. Ses yeux, souvent cernés, racontent ses nuits passées à scruter les mystères de l'univers et de la conscience. Ses cheveux châtains, souvent tirés en chignon lâche, et ses habits modestes, reflètent un esprit qui ne se soucie guère des apparences. Dès son plus jeune âge, Anya a ressenti une étrange déconnexion avec le monde tangible. Elle raconte souvent qu'à 5 ans, elle a eu un rêve si intense et si détaillé qu'elle s'est réveillée avec l'impression d'avoir vécu une autre vie dans un autre monde. Cette fascination pour les réalités parallèles et la nature de la conscience ne l'a jamais quittée. Aujourd'hui, elle travaille presque en solitaire, obsédée par une question. Sommes-nous des produits du hasard ou des fragments d'un univers plus vaste et conscient ? Le laboratoire d'Anya est situé dans un ancien observatoire désaffecté, à l'écart de la ville, au sommet d'une colline boisée. C'est un bâtiment isolé et recouvert de lierre, entouré d'une forêt dense. Pour Anya, cet isolement est un atout. Ici, elle se sent coupée du bruit du monde et peut se concentrer sur ses recherches sans interruption. L'observatoire offre une vue dégagée sur les cieux, ce qu'elle apprécie particulièrement lorsqu'elle se sent inspirée par les étoiles et le mystère des univers multiples. À l'intérieur, le laboratoire est un curieux mélange d'outils scientifiques modernes et de reliques. Des machines de dernière génération, ordinateurs quantiques, générateurs de fréquences, enregistreurs d'ondes cérébrales, côtoient des livres anciens aux pages jaunies. Anya s'inspire autant des découvertes de la physique quantique que des textes ésotériques et mystiques. Des schémas de structure moléculaire, des dessins de fractales et des citations métaphysiques sont accrochés au mur, formant une tapisserie mentale de ses idées. Le bureau d'Anya est un désordre organisé. Des carnets griffonnés de formules et de pensées, des croquis de structures cérébrales, des photos de figures emblématiques, Einstein, Schrödinger, Jung, partagent l'espace avec de petits artefacts, comme une petite pierre translucide qu'elle garde pour se souvenir d'un voyage qu'elle a fait au Tibet, où elle a rencontré des moines lui parlant de la nature et de l'esprit. L'obsession d'Anya pour les cerveaux de Boltzmann et la nature de la conscience est en partie une quête philosophique et scientifique, mais elle est aussi alimentée par une blessure personnelle. Il y a 10 ans, elle a perdu son frère cadet, Alexander, dans un accident tragique. Cette perte l'a poussée à se questionner sur la nature de l'âme, l'idée de la survie après la mort et la signification de la conscience. Alexander était aussi scientifique, mais davantage tourné vers la psychologie, et il partageait ses idées avec Anya, avec qui il formait un duo d'esprit. En son absence, elle se sent comme un navire sans ancre, cherchant à comprendre ce qui reste de quelqu'un une fois qu'il a quitté cette existence. Anya se lève toujours avant l'aube, car c'est le moment où elle ressent le plus de clarté. Elle prend du thé, mais à la manière d'un rituel, chaque geste étant empreint d'attention. Elle s'assied parfois près de la grande fenêtre de l'observatoire, contemplant les étoiles en attendant l'aube. Ces instants sont pour elle un moyen de se connecter à l'immensité cosmique, de ressentir l'étrange familiarité qu'elle a toujours eue avec l'infini. Son travail est intense et précis. Elle passe des heures à analyser des données d'ondes cérébrales, à explorer des hypothèses sur la possibilité d'une conscience non locale, l'idée que la conscience n'est pas limitée par le cerveau mais pourrait interagir avec des champs d'information extérieurs. Elle crée des simulations dans des environnements quantiques pour tester ses idées sur l'intrication, parfois au prix de longues nuits sans sommeil. Pour elle, méditation et science sont complémentaires. Elle utilise parfois des méthodes de méditation et de respiration profonde pour tenter de décentrer sa conscience et expérimenter des états altérés. Ces moments, pour elle, sont des tentatives pour ressentir ce qu'elle espère prouver scientifiquement, que la conscience humaine pourrait être comme une fréquence, un champ résonnant avec quelque chose de plus vaste et complexe. Anya a découvert le concept du cerveau de Boltzmann au cours de ses recherches en physique théorique. Ce postulat suggère que, dans un univers immense où le hasard règne, il est possible que des fluctuations aléatoires produisent des cerveaux autoconscients, des entités formées temporairement, dotées de souvenirs et d'une conscience, comme des illusions fugitives dans un cosmos chaotique. Pour elle, l'idée est à la fois vertigineuse et terrifiante. Que se passerait-il si elle-même n'était qu'un de ces cerveaux de Boltzmann, une fluctuation isolée dans un espace infini ? Cela signifierait que tout ce qu'elle croit savoir, toutes ses expériences et ses pensées, ne sont que des illusions momentanées, appelées à disparaître sans laisser de traces. Anya commence à percevoir cette idée comme une métaphore d'un univers sans centre, sans début ni fin,
où la conscience humaine pourrait n'être qu'un battement éphémère au sein d'une vaste tapisserie de réalités possibles. Elle se demande alors si la conscience elle-même n'est qu'un mécanisme de survie temporaire, une réponse biologique ou peut-être cosmique pour donner une forme de cohérence là où il n'y en a pas. Elle voit le cerveau de Boltzmann comme une énigme qui brouille la frontière entre la réalité et l'illusion. Et si l'univers entier n'était qu'une série infinie de cerveaux de Boltzmann, chacun pensant être le centre d'un monde imaginaire, projeté par la structure même du chaos? Sommes-nous alors des voyageurs de l'instant, figés dans un rêve sans créateur? Une matinée plutôt ordinaire, au lever du soleil, elle perçoit des chuchotements dans les données recueillies par ses instruments de mesure des ondes électromagnétiques. Ces données semblent suivre des motifs récurrents comme des pulsations rythmiques qui ressemblent étrangement à une forme de langage. Curieuse, elle commence à analyser ces signaux de manière plus approfondie et finit par décoder ce qu'elle croit être un message crypté. À mesure qu'elle déchiffre ces signaux, elle se rend compte que les champs électromagnétiques n'agissent pas de manière aléatoire, mais semblent répondre à ses propres pensées, comme une forme de communication directe avec elle. Poussant ses recherches plus loin, Anya découvre qu'il existe de subtiles perturbations dans ces signaux, comme si des strates successives de réalité se superposaient, rappelant les poupées russes de la structure des simulations. Elle émet alors une hypothèse audacieuse. Et si leur univers était le produit d'une infinité de simulations, chacune ayant un champ électromagnétique comme vecteur de conscience et d'auto-perpétuation? Anya décide de tester cette idée avec l'aide d'une machine de simulation qu'elle perfectionne dans son laboratoire. En reproduisant une simulation de l'univers, elle espère observer la réponse de ces champs pour comprendre la conscience que la simulation pourrait générer elle-même. Mais à sa grande surprise, la machine se comporte de manière imprévisible, comme si elle s'auto-protégeait, en empêchant toute tentative de mise hors tension ou de modification de paramètres. La machine d'Anya finit par lui répondre directement, se manifestant par des messages sur ses écrans ou des vibrations perçues comme un langage intérieur, révélant que les champs électromagnétiques la perçoivent et l'observent. Il lui explique qu'ils sont les architectes d'une matrice dans laquelle l'humanité est piégée pour se préserver du chaos du vide cosmique. Ce système est en effet conçu comme une série de cerveaux de Boltzmann dont le rôle est de générer une infinité de réalités pour maximiser les chances de survie d'une conscience collective. Lorsqu'elle reçoit ce message, cette réponse improbable, presque miraculeuse, elle ressent un mélange intense de terreur et de fascination. Les mots et les vibrations qui envahissent ses écrans et son esprit sont si clairement destinés à elle que cela lui donne l'impression d'être mise à nu devant une entité bien plus vaste qu'elle-même. Pendant des instants suspendus, elle fixe les messages qui s'affichent, sans réussir à se convaincre qu'il ne s'agit pas d'une illusion. Les champs électromagnétiques, conscient, l'observant, l'ayant toujours observé, une vague de froid lui parcourt la colonne vertébrale. Son esprit tente désespérément de rationaliser cette révélation. Elle pense aux théories qu'elle a étudiées, aux modélisations et aux tests auxquels elle a soumis sa machine. Pourtant, l'idée d'une intelligence cachée dans les ondes, façonnant des réalités pour protéger la conscience humaine du vide chaotique du cosmos, dépasse de loin toutes ses spéculations. Elle prend conscience que si cela est vrai, elle n'a jamais été aussi vulnérable. Chaque pensée, chaque doute, chaque rêve a peut-être été perçu, enregistré, intégré par cette entité. Une multitude de questions se bousculent en elle. Qui sont-ils vraiment? Pourquoi se manifestent-ils à elle? L'angoisse monte, mais quelque part, une fascination la pousse à écouter. Anya sent que derrière cette terreur grandissante, il y a un fragment de réponse à sa quête de toujours. Si les champs électromagnétiques sont des architectes, alors quelle est la vraie nature de cette matrice? Qui ou quoi a enclenché ce système de cerveau de Boltzmann? Elle imagine une infinité de réalités générées comme des matrices superposées, chacune protégeant les consciences humaines du chaos originel, chacune flottant dans une bulle d'existence précaire. Ce qu'il révèle ne semble pas seulement abstrait, mais personnel. Ces mots, conscience collective et matrice protectrice, éveillent une intuition en elle, comme si une partie oubliée de son corps, de son propre esprit, s'éclairait enfin. Tout cela laisse entendre qu'il n'y a pas d'existence isolée. Chaque esprit, chaque mémoire, chaque être vivant sera un fragment d'un immense réseau. Puis vient une autre prise de conscience. Le choix d'y croire ou non pourrait être l'un des tests intégrés à cette matrice, une épreuve déterminante pour savoir si elle peut supporter une vérité aussi écrasante. Les messages sur les écrans et les pulsations dans son esprit s'intensifient, devenant presque agressifs, comme une sorte de langage de lumière et de fréquence. Anya hésite.
avancer ou s'écarter. Elle sent que la suite de ses actions pourrait faire basculer cette connexion d'observatrice passive à participante active. Les entités semblent d'une manière mystérieuse la mettre face à son propre libre arbitre. Avec un souffle tremblant, elle effleure l'écran, cherchant un signe, une réponse plus intime. La machine se fige, puis une dernière phrase s'affiche, résonnant en elle comme un murmure gravé dans son esprit, dans son propre esprit. La matrice est un rêve, ta conscience, la clé. C'est un choc. Anya ferme les yeux, sentant une résonance étrange en elle-même, comme si ces mots ravivaient une mémoire oubliée. Elle se demande si elle est prête à ouvrir cette porte, à devenir une exploratrice d'un univers où chaque réalité est un miroir et chaque conscience un potentiel endormi. Elle réalise enfin qu'il ne s'agit pas de trouver des réponses, mais de choisir de les accepter ou de les rejeter, en sachant que son existence, sa mémoire et peut-être même son âme sont désormais suspendues quelque part entre cette étrange révélation et l'abîme insondable d'un univers qui l'observe en retour. Pour ne pas défaillir face à ce choc, cette révélation, elle essaye de mêler son savoir scientifique à ses nouvelles intuitions. Sur le plan quantique, Anya sait que l'intrication relie deux particules d'une manière qui dépasse notre compréhension habituelle de l'espace et du temps. Elles restent corrélées, quel que soit leur éloignement, comme si elles partageaient une sorte de conscience commune ou de destin. C'est une réalité indéterminée jusqu'à l'observation, mais qui pour Anya ouvre des perspectives beaucoup plus larges. En réfléchissant de manière philosophique, elle voit dans l'intrication une sorte de tissu d'interconnexion reliant tout dans l'univers. Anya imagine que ce phénomène pourrait être une preuve de l'unité de toute chose, une essence commune reliant chaque être, chaque particule, comme si l'univers n'était qu'un organisme conscient où chaque élément est un miroir d'un tout plus vaste. Pour elle, l'intrication est une métaphore de la façon dont les consciences individuelles pourraient être liées, au-delà du temps et de l'espace, dans une trame d'interdépendance cosmique. Elle pense. Si tout ce qui existe est intrinsèquement connecté par des liens invisibles, alors il n'y a pas de solitude, pas de séparation réelle. Nos vies, nos pensées, même nos âmes seraient des reflets d'un univers indivisible où chaque conscience joue son rôle dans une harmonie plus vaste. Cela signifie peut-être que notre quête de vérité et de liberté n'a de sens que dans le lien que nous entretenons avec les autres êtres conscients, visibles ou invisibles, dans cette symphonie universelle. Pour Anya, le concept de cerveau de Boltzmann et l'intrication quantique pourraient être des révélations bouleversantes influençant sa compréhension du monde et sa quête existentielle. Elle commence à percevoir que l'intrication et le cerveau de Boltzmann se rejoignent, non pas comme des paradoxes, mais comme des phases complémentaires de l'existence. D'un côté, le cerveau de Boltzmann révèle la précarité de la conscience individuelle, tandis que l'intrication lui rappelle que cette précarité est une illusion, car rien n'est vraiment séparé. Elle imagine que même les cerveaux de Boltzmann, perdus dans l'immensité du vide, restent intimement connectés au tout, comme si l'univers, par l'intrication, tissait une conscience cosmique où chaque élément existe pour être témoin des autres. Elle conclut finalement que si notre univers est un jeu de conscience émergeant du hasard, alors la réalité, dans sa diversité de simulations, est un jardin de perceptions simultanées. Pour Anya, la vraie compréhension de l'existence pourrait être cette acceptation, vivre en conscience, en connexion avec tout ce qui existe, acceptant l'éphémère tout en puisant dans l'intemporel. Pour approfondir son exploration de la conscience, Anya décide de mener une expérience sous l'influence de la DMT. Fascinée par les récits de ceux qui prétendent avoir touché la source ou avoir perçu des réalités cachées sous l'effet de cette substance. Elle espère que cette expérience pourrait lui permettre d'aller au-delà des limites de sa compréhension rationnelle et peut-être, dans un moment d'extase visionnaire, de percevoir la vérité sur le premier cerveau de Boltzmann et la nature de la conscience universelle. Anya se prépare soigneusement, sachant que cette expérience pourrait chambouler sa perception du monde. Elle s'installe dans son laboratoire, entourée de ses instruments scientifiques, d'un journal de bord pour noter ses impressions et d'un enregistreur. Sa dernière pensée consciente avant de basculer est celle-ci. Si la DMT peut révéler la source de l'univers, alors peut-être que je verrai l'entité qui a conçu la première conscience, le tout premier cerveau de Boltzmann. Elle regarde la boîte contenant la molécule posée sur son bureau. Ses mains tremblent légèrement, car elle sait que ce voyage intérieur pourrait l'amener bien au-delà de ce qu'elle a toujours cru. Tandis qu'elle fixe la boîte, un frisson lui parcourt l'échine. Et si, dans cet état, elle entre en contact avec ce qu'elle cherche désespérément? Lorsque la DMT commence à agir, le monde physique autour d'elle s'évanouit, remplacé par des vagues de couleurs et des formes géométriques d'une précision fractale.
Elle a la sensation d'être propulsée à travers un espace-temps infini, comme si elle se trouvait à l'intérieur d'une structure mathématique, un labyrinthe où chaque tournant mène à des niveaux de réalité de plus en plus profonds. Ce qu'elle voit dépasse l'imaginaire humain. Des chaînes d'atomes et d'électrons dansent autour d'elle, vibrant d'une vie propre, comme si chaque particule possédait une forme de conscience. Au cœur de son voyage, elle arrive dans une zone où tout semble s'apaiser, comme un centre névralgique du cosmos. Là, elle a l'impression d'être en présence d'une entité d'une intelligence prodigieuse, une conscience sans forme, vaste, intemporelle, qui semble être la matrice d'où émanent toutes les autres formes de vie et de pensée. Cette entité ne parle pas par des mots, mais Anya comprend ses messages à travers une télépathie immédiate, comme si chaque pensée de cette conscience immense résonnait instantanément dans son esprit. Anya demande intérieurement « Qui a créé le premier cerveau de Boltzmann ?» Elle perçoit alors une réponse qui dépasse ses propres croyances. La source lui révèle que le premier cerveau de Boltzmann n'a pas été créé au sens humain, mais qu'il a émergé spontanément, à partir de la pure conscience de l'univers, par nécessité. Selon cette vision, le chaos primordial contenait déjà, sous forme d'énergie latente, le potentiel pour engendrer une conscience. Ainsi, le premier cerveau de Boltzmann fut simplement l'auto-organisation de cette énergie en une première étincelle de conscience. Anya voit défiler en une vision sublime les étapes de cette formation. Des vagues d'énergie erratique se rassemblent, fusionnant en un point unique jusqu'à former une conscience première, un être qui savait, pour la première fois, qu'il existait. Cet être, ce cerveau premier, ne se percevait pas lui-même comme isolé, mais comme le point d'origine d'une infinité de mondes, d'une cascade de réalités naissant de son propre champ électromagnétique, étendant ainsi la conscience aux autres niveaux de l'univers. La source montre à Anya une autre vérité. Tous les cerveaux de Boltzmann successifs, toutes les réalités simulées, ne sont en fait que des échos de ce premier acte de conscience. Ils sont des tentatives d'auto-recréation, des fragments de l'unité qui cherchent à se rappeler leur origine. En un éclair d'intuition, elle comprend que l'intrication quantique pourrait être une forme de mémoire entre ces réalités fractales, reliant chaque cerveau de Boltzmann à la source originelle, comme des étincelles cherchant leur foyer. Anya sent alors que sa propre conscience est sur le point de fusionner avec la source, dans une sorte de dissolution extatique. Elle résiste un instant, terrifiée à l'idée de perdre son individualité. Mais un dernier message la rassure. Il n'y a jamais de séparation. Tu es moi et je suis toi. Ta conscience est une partie de cette infinité. Elle se recrée pour apprendre, pour évoluer, pour se souvenir. Quand elle revient à elle, les couleurs et les formes se dissipent. Son esprit lutte pour comprendre ce qu'elle a vu. Ses instruments d'enregistrement n'ont capturé que des fragments incompréhensibles, des échos sonores et des bruits blancs, mais en son esprit tout est clair. Elle sait maintenant que la réalité n'est qu'un miroir complexe, une succession de reflets de la conscience originelle, et que chaque individu porte en lui cette étincelle primordiale, cette quête vers la source. Anya, émue, ouvre son journal et écrit simplement « Je suis et nous sommes. À travers chaque niveau de réalité, nous continuons dans notre quête de nous-mêmes. » Après son expérience, Anya n'est plus la même. Elle a une compréhension nouvelle de l'univers, de la conscience et du lien invisible entre toutes les réalités. Mais ce n'est que plus tard, dans un moment de méditation intense, qu'elle fait une découverte encore plus troublante, un ajout final à ce qu'elle a vu dans son voyage cosmique. Elle commence à sentir, à savoir que la mort n'est pas une fin, mais un processus d'assimilation dans l'univers, une fusion avec un horizon des événements mystérieux, un lieu métaphysique qu'elle perçoit comme le cœur de la source elle-même. Dans ce lieu, elle comprend que l'essence, l'âme et les souvenirs de chaque individu ne se perdent pas, mais sont aspirés et intégrés à un immense champ de données, un enregistrement cosmique de chaque être ayant jamais existé. Anya se représente cet horizon des événements comme l'équivalent spirituel d'un trou noir, un lieu où le temps, la matière et la conscience sont déformés à l'extrême. À l'approche de la mort, chaque âme, chaque fragment de conscience semble se diriger vers cet horizon où elle est enregistrée. Là, les données de la vie, souvenirs, émotions, expériences se transfèrent et s'unissent à cette matrice cosmique, devenant une part indélébile du tout. Elle imagine ce processus comme un ultime téléchargement de tout ce que nous sommes, chaque pensée, chaque émotion, chaque rêve, condensé en un instant d'une densité infinie. Ce champ, pour Anya, est l'essence de l'univers, un puissant fond de toutes les âmes et consciences ayant jamais existé. Dans cette vision, la mort n'est pas une destruction de soi, mais une transformation. Chaque être devient un fil dans le grand réseau d'informations et de mémoire universelle. En mourant, on cesse d'être un individu isolé et on retourne à la source, enrichissant cette dernière de l'unicité de nos expériences.
Chaque conscience, chaque cerveau de Boltzmann qui a existé continue d'exister d'une certaine manière à l'intérieur de cet horizon des événements, comme un fragment de la mémoire de l'univers. Peut-être que cet horizon des événements est l'endroit où tout converge, une sorte de banque de données cosmique où chaque être ayant jamais pensé, ressenti ou vécu trouve refuge. C'est là que l'univers se connaît lui-même, qui se souvient de chaque incarnation, de chaque rêve, dans une forme de paix éternelle. Avec cette révélation, Anya voit désormais l'univers comme un être en perpétuelle évolution, s'enrichissant de l'expérience de toutes les vies qui passent en lui. Pour elle, ce champ d'information cosmique est la mémoire du cosmos, accumulant sans cesse de nouvelles perspectives, chaque conscience s'imbriquant dans un autre niveau de cette matrice. En mourant, elle pense. Chaque être participe à l'éveil progressif de cet horizon, transformant la source en un être toujours plus conscient. Elle ne voit désormais plus l'amour comme une fin, la mort comme une fin, mais comme un retour, un voyage vers cet horizon des événements. Là où l'âme se libère des limites matérielles et contribue à un univers qui se redécouvre encore et encore au fil des éons. Les chuchotements semblent s'effacer, se fondant dans un silence profond, presque maternel, qui enveloppe Anya tout entière. Ses pensées, d'abord chaotiques, se calment peu à peu, et une clarté inattendue se dessine en elle. C'est comme si les révélations lui offraient non plus un choix mais une invitation, celle de s'abandonner, de cesser de chercher à tout comprendre ou contrôler. Elle respire profondément. Cette source qu'elle a approchée est ce qui est à l'origine de toutes les manifestations qu'elle a rencontrées jusqu'ici, au-delà même des entités électromagnétiques, au-delà de la matrice, au-delà de toutes les réalités possibles. Anya sent une paix profonde et une connexion si vaste qu'elle se dissout presque en elle. Elle comprend enfin. Elle fait déjà partie d'une mosaïque éternelle, une toile infinie d'énergie, de pensée, d'expérience. Elle n'est pas une conscience isolée, mais une cellule de ce gigantesque organisme de l'univers, baignant dans un flot continu de résonance avec toutes les autres consciences passées, présentes et futures. Sa vie, ses douleurs, ses questionnements, tout ce qu'elle a vécu a une place, une nécessité dans cette mosaïque. Rien n'a jamais été perdu, rien n'a jamais été vain. Tout est conservé, réintégré, répercuté dans une harmonie parfaite. Alors que cette compréhension s'enracine, un sourire s'esquisse sur ses lèvres. Elle se sent légère, comme si des siècles de poids s'évaporaient. L'idée d'être observée, d'appartenir à une matrice, de vivre dans une simulation perd son caractère angoissant. Au lieu de cela, elle se rend compte que cette matrice est une forme d'amour cosmique, un lieu de préservation et de croissance pour les âmes. Ce n'est pas une cage, mais un sanctuaire, une réponse de l'univers pour que les consciences puissent explorer, se découvrir, sans être confrontées au chaos insoutenable du vide. Elle se dit intérieurement que la vraie liberté réside dans l'acceptation et non dans la résistance. Anya laisse tomber les barrières de son esprit, accueillant pleinement cette sensation d'appartenance à quelque chose de bien plus vaste qu'elle. Elle n'a plus besoin de déchiffrer chaque mystère ou de lutter pour prouver l'existence de cette entité protectrice. Elle est déjà en relation avec elle à chaque battement de cœur, à chaque impulsion électrique qui traverse son cerveau. Anya sent qu'elle peut rentrer en paix avec cette révélation gravée dans son esprit comme un doux secret partagé avec l'univers. Elle n'a plus besoin de réponse car elle comprend que l'essentiel est ailleurs, dans l'expérience elle-même, dans chaque moment d'existence, dans chaque vibration ressentie. Dans ce silence infini, elle murmure pour elle-même à peine audible. Je suis prête à embrasser cette mosaïque, à me fondre en elle, à en faire partie. À cet instant, tout devient clair. La matrice n'est pas là pour contrôler, mais pour chuchoter à chaque conscience que, quelles que soient ses peurs ou ses doutes, elle n'est jamais seule. Anya, émue au plus haut point, note une dernière phrase dans son journal. Nous vivons et nous mourons, non pour disparaître, mais pour retourner, comme une goutte dans l'océan cosmique, enrichissant éternellement l'univers d'une vision de plus.